Rebonjour mes élèves de S4, j'espère que vous allez bien et que vous survivez à la cellule et au reste. Alors, une élève de S7 m'a fait remarquer que dans mes cours en ligne, il manquait un de mes compagnons et c'est vrai que ça va pas, il doit absolument assister à mes cours. Je vous présente Coco. Alors merci à l'élève qui se reconnaîtra, qui m'a fait penser que Coco devait aussi suivre la biologie. Voilà. Hop. C'est important que tout le monde connaisse la cellule et le reste. Voilà, je plaisante. Bon, je fais une deuxième vidéo par rapport à la cellule. On se retrouvera, on parlera ensuite du noyau, de l'ADN, etc. et de la division cellulaire, mais ça, je préfère voir un petit peu comment les choses tournent avant de me lancer dans des vidéos un peu complexes là-dessus. Alors, on a vu le rôle du cytoplasme, des chloroplastes, des mitochondries, et on a également parlé du rôle des ribosomes, donc fabriquer des protéines, et du réticulum endoplasmique rugueux, puisqu'ils ont le même rôle. Le réticulum endoplasmique lisse, dont le rôle est de fabriquer des lipides et des glucides, et de détoxiquer. Et enfin, de l'appareil de Golgi, qui permet de trier, d'affiner les produits provenant du réticulum endoplasmique lisse ou rugueux, dans les deux, et d'expédier, donc il joue le facteur, la poste, si vous voulez, d'expédier les produits finis vers leur destination finale. Dans le cas que je vous avais montré, c'était hors de la cellule, mais je vous ai dit, c'est pas toujours le cas. Ok? Alors, pour continuer notre petit tour en revue des organites, eh bien, je veux juste vous parler des vacuoles, c'est ce que vous avez à la page 19. Alors, les vacuoles, elles peuvent être toutes petites dans des cellules animales. Elles peuvent servir à différentes choses. Chez les protistes, il y en a aussi. Chez les protistes, chez certains protistes, eh bien, elles peuvent être contractiles, donc elles peuvent se contracter pour faire en sorte que le protiste, qui est je vous rappelle, un être unicellulaire eucaryote, puisse avancer. Par exemple, c'est ce qu'on trouve dans les mares, donc dans la famille des protozoaires. Donc certains bougent grâce à ces vacuoles contractiles. Alors, c'était une des trois grandes différences entre la cellule animale et la cellule végétale, c'était que la cellule végétale avait une grande vacuole centrale. Ça va, contrairement à la cellule animale. Alors, elle sert à quoi cette grande vacuole centrale chez les végétaux? Eh bien, c'est une réserve d'eau, de nutriments, etc. Pensez à une chose, c'est que si nous, animaux, nous avons soif, nous nous déplaçons pour aller boire. Les végétaux ne peuvent pas le faire, donc il faut que, quand il pleut, etc., qu'ils emmagasinent de l'eau et ils emmagasinent ça dans leur vacuole centrale. C'est une réserve d'eau pour la plante en cas de sécheresse éventuelle. Donc cette vacuole centrale, elle est souvent très grande. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'observer ça au microscope, mais souvent elle occupe jusqu'à 90% du volume de la cellule. Donc c'est vraiment très très important. Donc je vous rappelle les trois différences entre les cellules animales et les végétales. Donc les cellules végétales possèdent, il faut le dire en même temps que moi chez vous, possèdent une vacuole centrale, une paroi qui les rend rigides et qui leur permet de se tenir à la verticale et d'avoir même des grands arbres, des séquoias géants, etc. Et ce qui leur permet de faire la photosynthèse, c'est-à-dire des chloroplastes. Ça va? Voilà pour les vacuoles, je ne vous en dis pas plus. Alors juste après, j'aimerais passer à la membrane plasmique. La membrane plasmique, toutes les cellules, donc tous les êtres vivants, sont limités par une membrane plasmique et contiennent du cytoplasme. D'accord? Donc le cytoplasme est délimité par une membrane plasmique. On peut avoir une paroi autour, comme c'est le cas chez les végétaux ou chez les bactéries et les archées, par exemple. Donc c'est pas obligatoire. Mais tous les êtres vivants ont une membrane. À quoi elle sert cette membrane? Eh bien, elle va permettre de faire rentrer ou sortir des nutriments ou des produits finis, ou bien voilà, de gérer les échanges entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur. Donc on va dire on verra ça plus en détail dans les années supérieures, mais on va dire qu'elle opère une sélection de ce qu'elle laisse rentrer ou sortir, qualitative, donc elle va choisir ce qu'elle laisse rentrer, et quantitative, en quelle quantité rentrer ou sortir. Donc c'est comme dans votre cours, j'ai mis une comparaison avec les murs d'une usine. Eh bien, les murs d'une usine, on peut les comparer
à la membrane d'une cellule. C'est-à-dire que les murs de l'usine permettent de déterminer ce qui peut rentrer, de l'eau, de l'énergie, etc. et ce qui peut sortir, des produits finis ou bien des nutriments, etc. etc. Voilà, ça va? Donc c'est vraiment de limiter, de voir ce qu'on peut échanger ou pas. Alors, elle a quelle structure cette membrane? Ça, je vous dis, on verra ça plus tard et vous verrez ça certainement dans les années supérieures. Donc, cette membrane plasmique, eh bien, elle est faite d'une double couche de phospholipides. Donc là, je dis peut-être déjà des mots compliqués, mais en tout cas, c'est comme une couche de graisse, si vous voulez, qui ne laisserait a priori pas passer grand-chose, d'accord? Et grâce, donc elle ressemble à ceci, une couche de graisse, et grâce à des protéines qui sont représentées comme ceci, qui sont enchâssées dedans, eh bien, ces protéines vont souvent jouer le rôle de canal, donc vont laisser passer quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Ça, ce sera pour plus tard. Et donc ici, on est dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire hors de la cellule. Ici, on est dedans. Ça va? Et vous avez une vue de cette membrane plasmique. Je ne veux pas en dire plus pour le moment. Retenez juste que ça sert à limiter les échanges, à choisir ce qui peut rentrer et ce qui peut sortir et en quelle quantité. Voilà, donc on dit qu'elle est sélectivement perméable. Organite suivant, la paroi, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, la paroi c'est ce qui rend rigide donc la cellule végétale en l'occurrence et aussi les bactéries etc. qui ont une paroi. Ici je veux juste vous dire, et je crois que je vous l'avais dit en classe, que la paroi des cellules végétales est faite de cellulose, comme le papier que vous avez sur lequel vous écrivez. Et cette cellulose, on ne sait pas la digérer. Donc jamais je n'ai vu un élève qui avait faim manger du papier, manger ses feuilles de cours. C'est parce qu'on ne sait pas la digérer. Mais par contre, juste pour info, les bovins et les ovaires, donc les vaches et les moutons, par exemple, peuvent, grâce à une poche supplémentaire dans leur estomac, peuvent digérer cette cellulose, donc la paroi des cellules végétales. Pour nous qui ne la digérons pas, eh bien, ça veut dire qu'on ne sait pas utiliser, la couper en petits morceaux et que les nutriments passent dans notre sang. Donc ça passe dans un tube digestif et puis ça sort, inutile de vous dire par où. Et en fait, c'est bien parce que ça sort en emportant différents composés. Et donc on appelle ça finalement des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, excusez-moi, c'est ce qui permet, ça permet un bon transit intestinal. Ça va ? Voilà, ça c'est un peu pour information. Alors je vais terminer avec le noyau. Alors le noyau, c'est le centre de commande de la cellule. Alors, donc voilà notre noyau, on a coupé un petit morceau, d'accord? Tout le noyau, vous voyez qu'à l'intérieur il y a des fils bleus. Eh bien ces fils bleus, c'est l'information génétique. C'est en fait ce qu'on appelle de l'ADN. ADN, ça signifie, tenez-vous bien, acide désoxyribonucléique. Je vais vous expliquer. Mais c'est l'ADN qui va décider si j'ai les yeux bruns, j'ai les cheveux blonds, si j'ai des taches de rousseur ou pas. Toutes les informations que je retrouve sont encodées dans mon ADN, d'accord, qu'on retrouve sur moi ou qu'on retrouve dans mon organisme. Donc dans le noyau, j'ai de l'ADN. J'ai aussi une tache plus sombre qu'on peut observer au microscope, qu'on appelle le nucléole. Le nucléole, eh bien, il sert à fabriquer les ribosomes. Les ribosomes, j'espère que vous vous souvenez, c'est ce qui fabrique les protéines. Voilà, donc ça, c'est un nucléole. Alors, comme vous remarquez, il y a deux membranes au noyau. Il y a une interne, forcément, et une externe, juste après. En biologie, quand on a deux membranes collées l'une à l'autre, on parle d'enveloppe. Alors, on va pouvoir parler ici donc, de membrane interne, membrane externe, et donc d'enveloppe du noyau ou d'enveloppe nucléaire. Le mot nucléaire fait référence au noyau. Attention, ça ne veut pas dire énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, on fait référence au noyau de l'atome. Ici, on est bien dans le noyau de la cellule. Attention, on n'est pas à la même on n'est pas au même ordre de grandeur. Donc, on a notre noyau qui renferme notre ADN, et qui a des petits trous à sa surface. Donc les petites fleurs ici à la surface, c'est pas pour faire joli, c'est des petits trous, c'est comme les pores de la peau. En fait, ça sert à faire rentrer ou sortir certaines molécules, on va le voir, certaines substances, on va voir lesquelles,
Et donc, c'est ce qu'on appelle comme les trous dans la peau, on appelle ça des pores nucléaires. Ça va? Pores, P-O-R-E-S. Ça va? J'insiste, parce que je le vois parfois écrit avec un C à la fin ou avec un T. Donc, non, un pore comme un trou. Ok? Et alors ici, vous avez en continuité avec le noyau, le labyrinthe dont on a déjà parlé, qui est le réticulum endoplasmique. Sur ce, on peut dire qu'il est rugueux, puisque vous voyez qu'il y a des petits points à la surface. Donc les petits points, ce sont les ribosomes. Voilà. Le lisse, il est certainement à la suite, mais pas représenté sur cette image. Donc voilà pour la présentation du noyau. Alors, on verra ce que c'est. Donc, oui, juste pour une image. Voilà, on verra plus tard ce que c'est l'ADN. Ça va arriver, mais je préfère à la limite vous l'expliquer en classe parce que c'est pas si simple. Mais voilà une image qui montre le noyau d'une cellule. Donc c'est pas une cellule ici, c'est juste le noyau. Donc c'est une photo qui a été prise au microscope électronique à transmission puisqu'elle est en noir et blanc et qu'elle est plane. Donc vous avez le noyau ici et tout autour, vous voyez que vous avez du réticulum endoplasmique et en l'occurrence il est rugueux. Si on regarde la tache noire ici, donc c'est le lieu d'assemblage, le lieu de fabrication des ribosomes, c'est le nucléole. Ça va? Alors, tout ici, donc j'ai le noyau comme je vous l'ai dit, et à l'intérieur du noyau, tout ce que vous voyez, eh bien, c'est de l'ADN. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Parce qu'il est en fait mis n'importe comment. On ne voit pas les fameux chromosomes, les croix comme on voit toujours. Ça, je vais vous l'expliquer plus tard. Il est sous une forme relâchée qu'on appelle, je vous le dis déjà, de la chromatine. Donc, on ne voit absolument rien, mais l'ADN, les filaments sont bien tous mélangés dans le noyau. Et alors, si vous regardez bien ici, il y a des endroits où c'est blanc sur les côtés. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est blanc? Eh bien, c'est parce qu'il y a des petits trous dans l'enveloppe nucléaire. Et ces petits trous s'appellent des pores nucléaires. Voilà, j'espère que vous arriverez à compléter le schéma. Pour exercice, j'aimerais bien que, maintenant qu'on a fait le tour de la cellule, j'aimerais bien que vous essayiez de dire ici si cette cellule, à la page 21 du cours, est une cellule animale, végétale, eucaryote, procaryote, et de donner la légende, donc de justifier ce qu'elle est, cette cellule, et de dire pourquoi. Voilà, vous êtes censé reconnaître les organites dont on a parlé, savoir plus ou moins leur rôle, et justifier le type de cellule qui est représentée. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse très fort. Coco aussi, même s'il est un peu dans le noir. Et une fois encore, portez-vous bien et prenez soin des vôtres. Ciao, ciao, à la prochaine.